dans tout ce qu'on a fait hier, ça t'a fait avancer un peu Oui, ou pas carrément. trop? Dès ce matin, j'ai commencé à gratter un peu sur les lieux qu'on avait vus. J'ai vu par exemple que la fresque de Belleville, c'est une fresque temporaire qui a été faite cette année. En fait, c'est une célébration. La fresque qu'on a vue à Belleville, fait par un artiste, un street artiste qui s'appelle Question Mark, bon, c'était signé, hein, voilà, Mm. et qui est supposé en même temps raconter la commune et interpréter pour lui ce qu'il en est. Donc c'est un truc un peu avec de l'imaginaire et tout ça. Ça m'a intéressé d'arriver à recaler quelques trucs qu'on avait vus. Mhm. Et de toute façon, ça m'a surtout fait rêver une idée, mais que je disais hier, que j'ai continué à penser que c'est quelque chose qui est très, très présent pour en tout cas les gens de ce quartier, c'est vraiment très présent. On a vu partout des Louise Michel, partout des femmes de la commune, et beaucoup Rimbaud aussi associé. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc qui est marquant pour moi, parce que là, où j'en suis dans mes recherches en ce moment, je suis pas, il y aura beaucoup de poètes. Mais disons qu'il y en a quatre qui sont les quatre poètes clés, on va dire pour moi du baptême sans roi de Paris, qui sont Nerval, Baudelaire, Ducasse, Le Trianon et Rimbaud. Et la question de la part de Rimbaud était pour moi la moins claire, parce que j'arrivais pas à la situer géographiquement, vu que en fait ça a été à chaque fois un échec pour lui d'arriver à Paris et de faire des trucs à Paris, et c'est toujours en décalé. D'abord, il y a plein de trous dans la biographie, plein de zones d'ombre, plein de témoignages contradictoires. Le principal étant est-ce qu'il a pu ou pas rejoindre la commune. Probablement pas, parce que les dates c'est vraiment trop compliqué, mais quand même, son ami d'enfance, Ernest Delahaye, dans ses souvenirs, il dit que Rimbaud a rejoint la commune. Que Rimbaud a rejoint la commune, qui s'est fait engager comme membre de la garde nationale. S'il le dit. Bah, il y a un problème de date, parce que les lettres qu'il envoie de Charleville sont pendant la commune, et surtout, il y en a une où... Ce qui est sûr, c'est que ça a été très important pour lui, qu'il a écrit beaucoup de poèmes liés à la commune, que ce soit pendant et surtout après, qui sont liés à la répression de la commune. Et surtout, il a rencontré beaucoup de figures clés de la commune à Bruxelles et à Londres, avec Verlaine qui les connaissait déjà. Donc ça a eu une importance vraiment notable pour lui. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est de voir non seulement des pochoirs de Rimbaud un peu partout, presque comme s'ils étaient associés à la commune dans Ménilmontant, mais que même sur la plaque inaugurée par Pierre Mauroy qu'on a vu hier, ils ont voulu changer la vie. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on associe à Rimbaud, changer la vie. C'est vraiment ce truc qui est quand André Breton ensuite après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, dit le surréalisme n'a jamais eu que deux objectifs et qui sont finalement les mêmes, transformer le monde et changer la vie. C'est le moment où il associe la révolution de type marxiste, même si c'est plus compliqué pour Breton, à Rimbaud, à la révolution poétique, à changer la vie. T'as vu, ils ont mis du Rimbaud dedans. Dans la rue de la Fontaine-au-Roi résista la dernière barricade de la commune de Paris, défendue par ses chefs, Varlin, Ferré et Clément. Elle succomba vers midi le 28 mai 1871, au terme de la semaine sanglante. 120 ans après, le Parti socialiste et son premier secrétaire Pierre Mauroy, le pauvre, rendent hommage au peuple de Paris qui voulut changer la vie et aux 30 000 fusillés du temps des cerises. Ils ont mis changer la vie, comme dans Rimbaud, comme pour Rimbaud. La question de la part de Rimbaud était pour moi la moins claire. Tandis que d'une certaine façon, les autres, c'est assez clair. Nerval, c'est carrément le parcours de Saint-Denis, donc c'en est fou, hein, mais je veux dire, c'est la grande ligne de la rue Saint-Martin. Il naît rue Saint-Martin, il est baptisé rue Saint-Martin, ligne de Saint-Martin, Saint-Martin qui monte et qui va jusqu'en haut de la montagne de Montmartre, là où normalement Saint-Denis, il est décapité. C'est là où Nerval, lui, est interné, et puis il va redescendre,
et lui, il mourra à Châtelet. Il ne redescend pas au même endroit que Saint-Denis. Lui, Saint-Denis, il redescend et il va à la basilique Saint-Denis. Nerval, lui, redescend à Châtelet. Donc il fait un aller-retour, comme un labyrinthe en ligne droite, sur une colline. Baudelaire, lui, ça se passe vraiment au centre, sur l'île Saint-Louis. Beaucoup de choses. Presque tout son destin se joue sur l'île Saint-Louis. C'est une circulation dans l'île Saint-Louis avec des maisons, quoi. Des maisons avec des figures clés qu'il va rencontrer ou avec qui va avoir affaire sur l'île Saint-Louis, que ça soit sa muse principale, Jeanne Duval, 3 autres des femmes qu'il a aimées, il les rencontre toutes sur l'île Saint-Louis, même si ça va être des choses qui vont se passer beaucoup plus tard ailleurs dans Paris. Celui qui va être son meilleur ami, Théophile Gautier, il le rencontre sur l'île Saint-Louis, même si ça va se passer beaucoup plus tard pour lui. Ses problèmes d'argent vont se passer sur l'île Saint-Louis parce que c'est là où il va y avoir les prêteurs, quoi, enfin l'usurier, en particulier à Rondelle, chez qui il achète plein de trucs et qui lui prête du fric, etc. Bref, après ça va se développer partout autour, parce qu'il va avoir 40 adresses, mais tout se joue vraiment au centre, et puis ça rayonne. Et Ducasse, lui, c'est c'est une ligne très étrange de Notre-Dame-des-Victoires au-dessus des grands boulevards, la rue du Faubourg-Montmartre, et c'est tac, 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 tac. C'est 2 coups. Et puis il y a tout un truc qui se joue dans ce quartier-là, avec les Tuileries, avec la colonne de la place Vendôme, avec tout ça qui va se jouer avec des sortes d'anticipation de ce qui va s'y jouer. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement prophétique et étrange dans les Chants de Maldoror, qui a été plusieurs fois remarqué et jamais vraiment résolu, qui est que les animaux que croise son personnage vont se retrouver en statue des années après, aux différents endroits, par des gens qui n'ont pas lu les Chants de Maldoror, enfin avant que les Chants de Maldoror deviennent importants. Donc il y a un truc très étrange, c'est comme s'il y vivait en décalé 20 ans après, ou un truc comme ça, enfin c'est hyper bizarre. Mais enfin bon, c'est vraiment très clair, tandis que Rimbaud, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout, vu que c'est des tentatives à chaque fois malheureuses que quelque chose se joue à Paris pour lui. Verlaine est en prison suite au coup de feu à Bruxelles. Il était retourné d'abord chez sa mère, il a écrit le bouquin, il a décidé de le faire publier à compte d'auteur. Il va essayer d'en donner des exemplaires, de le faire connaître, ce livre. Et donc il remonte à Paris en novembre 1873, et là, on le snob, mais intégralement. Et finalement, c'est le moment où il va rechoper la proximité à l'enfer, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il va passer ses journées dans un café face au Luxembourg, qui est disparu depuis. Et il y a 2 témoignages de gens qui le croisent. Il y en a un premier, j'ai oublié son nom, c'est important, mais je ne connaissais pas ce mec, mais qui dit que Rimbaud lit Swedenborg, il s'intéresse beaucoup à Swedenborg. Ça fait partie des questionnements que j'ai, mais surtout c'est Germain Nouveau, et quand il rencontre Germain Nouveau, ils se cassent tous les deux tout de suite, ils partent ensemble le lendemain. Je commence à travailler sur Paris. Au départ, je ne m'intéresse qu'aux mythes qui sont liés à Paris. Je n'ai pas encore décidé même de faire rentrer les poètes dedans, mais en fait c'est à la croisée de plusieurs choses où je me dis il y a quelque chose qui se joue nécessairement, qui n'a pas été initialement donné par l'histoire de la ville, mais qui était sous-jacent par rapport à tous les résidus d'éléments mythologiques de la ville, et la présence successive dans cette ville des poètes clés qui vont définir les conditions modernes de la spiritualité révolutionnaire. On va dire ça, la spiritualité révolutionnaire. Là, il y a quelque chose qui se joue avec les grandes figures de la poésie, qui sont Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Jarry aussi. Jarry, il habitait dans une chambre à l'intérieur de cette espèce de petite venelle là. Je pense pas qu'on puisse rentrer là-dedans. Pas du tout. Il n'y a aucune plaque qui l'indique. Mais Jarry, quand il est arrivé à Paris, il est allé vivre là-dedans. Voilà.
Et en fait, il était assez haut parce qu'en fait, c'était ouvert et il y avait les hiboux qui venaient dans sa chambre. Il les gardait, hein, il leur donnait à manger, il s'occupait de ses hiboux. Et la première partie de son séjour à Paris, il était ici. Et c'est totalement inaccessible, malheureusement, et c'est pas du tout célébré. Mais c'est à cet endroit, c'est à l'intérieur de ça. Et sa mère, elle habitait dans un de ces immeubles-là. Qui? Sa mère. Sa mère, elle habitait au-dessus du bar, là, au-dessus du tabac. Genre au deuxième étage, comme ça. Donc ils habitaient très très proches. Ils habitaient juste à côté. Il appelait son endroit, Jarry, il avait rebaptisé sa piole, le calvaire du trucidé. Il avait une tête de mort, il avait ses hiboux, il vivait dans le noir, et il avait mis du noir un peu partout. Donc c'était une espèce d'ambiance extrêmement macabre et lugubre. C'est l'époque où il lisait Lautréamont. C'est une jeunesse très gothique. Et Madame Jarry et Charlotte Jarry sont arrivées et ont habité à côté dans un endroit un tout petit peu plus bourgeois quand même, un peu moins coupe-gorge inquiétant que cet endroit-là. Jarry est tombé malade, un petit truc, quoi, il avait attrapé froid, genre une pneumonie ou un truc comme ça, il a guéri, et c'est sa mère qui est tombée malade juste derrière et qui en est morte. Et donc Jarry, il a démarré son séjour à Paris, il a perdu sa mère en 6 mois. Et il est parti d'ici, il a mis quelques années à pouvoir partir, il est parti, il est allé ailleurs dans le comment dire, le quartier d'Isis, quoi, enfin dans le quartier latin. Mais il y a quelqu'un? C'est possible de rentrer? Il n'y a personne, Fabienne. Si, moi je voyais des personnages là-haut, à l'intérieur de l'impasse. C'est vrai? Bah oui. C'était très drôle d'ailleurs, comme si c'était des fantômes, tout ça. Bah oui, parce que là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je crois. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Excusez-moi. Des fantômes. Avant Marx, l'idéal révolutionnaire pouvait s'exprimer de manière multiple. Une fois Marx arrivé, si c'est pas marxiste, c'est pas révolutionnaire. Mais l'impression que j'ai, c'est que Marx étant matérialiste, ça suffit aux gens. C'est-à-dire, ils ont ça et ils disent, et en plus c'est sérieux parce qu'il est matérialiste. Tandis que la plupart des révolutionnaires d'avant ont une dimension mystique, des fois un peu bizarre. Fourier, elle est extrêmement poétique, extrêmement étrange, sexuelle aussi, mais plein de propositions surnaturelles et tout ça. Blanqui, il a ce livre tellement étrange, L'éternité par les astres, qui est un livre que j'ai lu plein de fois, que j'adore, qu'il a écrit quand il était enfermé à cause de ce salopard de Thiers au fort du Taureau, là, et qui a quand même réussi à s'enfuir au bout d'un moment, mais passer la commune, d'une façon géniale. Mais Blanqui, lui, pendant toute la première partie, il écrit L'éternité par les astres, qui est une réflexion sur la multiplicité des mondes et sur l'idée qu'au moment où il est là, il y a une autre forme de lui-même qui est en train de faire un truc légèrement différent. C'est-à-dire, tu sais, c'est l'idée de l'univers feuilleté, tu sais, avec plein de micro-variations. Une espèce de fringe universe, tu vois. C'est très très curieux, donc les mondes parallèles et tout ça, et c'est toute une réflexion là-dessus. Et tu te dis, à la fois c'est un mec qui veut organiser un soulèvement, et de l'autre côté, ces questionnements, ils sont là-dessus. Ils sont là-dessus. C'est le cas d'un paquet, en fait, les figures de la Révolution au XIXe siècle ne sont pas des figures rationalistes de la Révolution. C'est pas ça s'articule pas ensemble. Avec Marx et avec le matérialisme dialectique, ça le fait comme ça. Et ensuite, ça leur suffit. Mais de toute façon, c'est impossible. Moi, je crois beaucoup dans le livre, dans le texte que Hugo a écrit sur Paris, il dit qu'a Paris de si particulier. En gros, il dit
Rome est plus glorieuse, Venise est plus belle, Londres est plus riche, etc. etc. Il dit Paris a la Révolution. C'est ça qui fait, pour lui, c'est ça qui fait l'identité de Paris. Et après, il refait toute une généalogie, en hyper résumé, avec du name dropping historique, t'en reviens pas. C'est sûr, quand tu dis ça, t'es décoincé après pour mettre 15 noms par paragraphe, c'est pas grave. Lui, il en met sur 2 pages, en gros, il te résume toute l'histoire de Paris pour t'amener là. Il repart à Saint-Denis, hein, il refait tout ça, il passe partout, hein, par tous les trucs qui me passionnent d'ailleurs. Hein, ça passe par les Armagnacs et les Bourguignons, les machins, tout. Mais c'est un train, un tunnel, et il arrive 1789, la Révolution, et c'est ça qui va donner son sens à la ville. Et j'entends ce qu'il veut dire par là, je crois que je comprends. C'est-à-dire qu'il y a une intuition forte, en tout cas, là-dedans. Parce que Hugo dit ça, et puis après, Breton va dire il y a un lien mystérieux qui unit les poètes et la ville de Paris. Et c'est pareil, en fait, parce que pour moi, c'est là où il y a une intuition commune forte de ces 2 gigantesques diplomates et ambassadeurs de la poésie qui ne sont pas exactement des espèces comment dire, de figures martyrs comme peut l'être Nerval, mais qui sont des gens plus, tu vois, des personnes un peu plus cossues comme Hugo et Breton. C'est ça avec le plus grand amour, hein, du monde, mais tu vois, et qui sont plus, disons, ils ont plus de recul à leur manière, ils ont plus de recul et ils disent, il y a quelque chose qui se passe, essayons d'articuler, essayons de voir. Ils ont un pied dans les deux, ils ont un pied dans l'état visionnaire et ils ont un pied dans la marche du monde, l'ordre des choses, le fonctionnement, social. Tu vois, tu peux pas demander à Nerval ou à Isidore Ducasse de réfléchir sur ce qu'ils font. Ils le font. Le principe d'écrire un livre, c'est que tant qu'il n'est pas écrit, il n'est pas écrit. C'est des choses qui s'écrivent et qui après s'écrivent par-dessus d'autres choses qui s'écrivent. Il y en a qui disparaissent. Chacun cherche son train. Ah, ça, on le cherchera toujours. Si on le trouve, c'est pas mal. Ah oui. Je ne cherche pas mon train, je le trouve. Tout à coup, il fait beau. Ouais, grave.